Genève Monde. Histoire, mémoire, souvenir. Jusque-là, il y avait quand même un chemin très long, très dur, pas pour moi seulement, mais pour toute la population algérienne, parce que à partir de 1954, si la révolution algérienne, je l'appelle comme on l'a appelé, notre révolution n'a pas eu beaucoup de problèmes, disons, de s'épanouir, de s'élargir, de jeter des bases sérieuses et réelles. Donc nous n'avons pas eu vraiment de peine à le faire. Maintenant, il y avait des situations exceptionnelles parmi la population. Comme nous étions tous quasiment méprisés, évidemment ceux qui étaient aux côtés des Français avaient peur de perdre ce qu'ils avaient. Tout le reste de la population n'avait pas peur parce qu'elle n'avait rien. Donc ça ne posait pas trop de problèmes. Et là, évidemment, il y a eu quand même des réactions de la part des forces coloniales et comme ceux qui les soutiennent aussi pour essayer de défendre ce qu'ils possèdent, eux, comme les colons, comme etc., etc. Mais pour nous, chaque jour était quelque chose de plus qu'on apprenait, qu'on développait. Le fait d'être aussi tant respecté et même admiré par la population, ça nous a donné un courage énorme. Abdelmajid Sana, merci d'être mon invité aujourd'hui pour parler de souvenirs qui sont encore très, très, très présents dans votre mémoire, dans votre être. Notamment ces événements où tout bascule entre 54 et 58, ça peut paraître long, mais il y a eu une succession d'événements, notamment en France métropolitaine, politiques, qui vont peut-être faire que ça va accélérer le processus d'indépendance de l'Algérie. En tout cas, merci aussi de m'avoir invité, de vous intéresser à ma personne et aussi de vous intéresser à l'histoire de mon pays qui, comme vous le savez, a vécu 130 ans, 32 ans de colonisation, jalonné par la violence, par le mépris d'un peuple, par tout ce qu'on pouvait considérer comme inhumain, pratiqué par la France coloniale. Et quand je dis la France coloniale, parce que je fais la différence entre les Français de France qui ont même combattu avec nous leur propre gouvernement, leurs propres autorités pour aider l'Algérie à avoir son indépendance et de ne pas laisser le peuple algérien d'être au service des colons. Voilà, comme une femme de ménage ou comme un homme à tout faire qu'on appelle Mohamed, d'une manière générale, et d'une Fatma ou Aïcha comme femme de ménage. C'est bien de reposer un peu le contexte. On est donc en 54 cette fois. Edgar Faure doit déclarer ou décide, disons, de l'état d'urgence. Mendes France en 55, donc juste au début de cette période, finalement a pas tenu dans ce concert politique en métropole. Et il y a eu toute une succession d'événements, des grèves, des manifestations. Oui, là déjà, je vous dirais pourquoi il y a ce genre de problème et tous ces changements en France. Parce que les Français eux-mêmes ne sont pas d'accord. Une partie qui ne voulait pas de guerre en Algérie, qui voulait se débarrasser de l'Algérie, que les Algériens avaient le droit à l'autodétermination, de gérer leur pays, etc., bien sûr, avec une certaine relation, je dirais même spécifique avec la France. Mais les autres qui ne voulaient pas du tout entendre parler, parce que de toute façon, tout ce qui se faisait en France doit être filtré par le Congrès des colons en Algérie. Et les colons appliquaient, eux, ce qu'ils voulaient. Des lois qui, à un certain moment en France, considéraient que les Algériens étaient égaux aux Français. Eh bien non. Ça a été totalement rejeté par le Congrès des colons.
Et ça n'a jamais été appliqué, sauf pour certains, par exemple, où il y a eu une sélection d'Algériens favorables à la France, ce qu'on appelait les amis de la France. Donc, eux pouvaient bénéficier, pas de la totalité des mesures qui avaient été prises, mais une petite partie, on leur appliquait ce qu'on avait envie de leur appliquer. Est-ce qu'on peut évoquer l'existence des harkis à l'époque? Est-ce que déjà on peut parler de harkis dans cette section d'Algériens finalement amis de la France? Oui, mais ce sont des gens justement qui... Il y a beaucoup à dire dans la situation des harkis. D'abord, il y a ceux qui ne croyaient pas évidemment à un mouvement indépendantiste algérien avec un pays qui a des avions, qui a des milliers de tanks, qui a 1 million de soldats, etc., etc. Et nous, on avait commencé par quelques petits groupes dans les maquis, et les meilleurs qui étaient armés avaient des fusils de chasse. Donc ces gens-là, beaucoup ne croyaient, enfin beaucoup, ceux qui n'ont pas cru à cette situation, se sont finalement ralliés à la France en disant on se rallie au plus fort. Tandis que les autres, avec la patience et avec la croyance et la religion aussi, a fait beaucoup de choses, nous a appris à réfléchir, juger les choses, à savoir patienter, à accepter d'avoir faim, accepter d'être blessé, de ne pas trouver des médicaments. On se dit c'est bon Dieu qui décide de notre mort, de notre vie, etc., etc. Donc, à partir de là, les bases de l'organisation qui avait été décidée parce qu'il y avait l'organisation civile du Front de Libération Nationale s'occupait des villes et des villages, et il y avait l'organisation militaire, donc la ALN, qui, elle, était dans les maquis, dans les montagnes, etc., etc. Mais il y avait une certaine symbiose. D'ailleurs, il y avait ce qu'on appelait les agents de liaison, qui sont régulièrement en liaison entre l'armée et les civils, qui viennent du maquis dans les villes pour apporter d'abord des nouvelles, des instructions, des choses que nous devons, nous, en tant que civils à l'intérieur des villes, devons exécuter. Et où ils demandent des informations sur quelqu'un, par exemple un maquisard, on peut se renseigner aussi pour dire de quelle famille il est, c'est quelqu'un des antécédents politiques, etc., etc. Et on peut aider à... Et pourquoi, par exemple? Parce qu'il faut qu'on sache tous les deux, l'organisation militaire comme l'organisation civile, pour quelles raisons il a pris le maquis. Vous disiez quelque chose d'important dans l'épisode précédent, c'est sur l'appui des Égyptiens, des Tunisiens en premier lieu, des Marocains, du monde arabe, la Ligue arabe, mais aussi d'autres pays. Et là, on peut parler de la Suisse, qui a assez vite compris ce qui se tramait en Algérie et en France, et qui va jouer un rôle diplomatique, on va en parler dans le prochain épisode. Est-ce que ça a éveillé une sorte de conscience internationale? Nous avons, en tant qu'Algériens résistants et révolutionnaires, la possibilité de nous appuyer sur des pays amis, sur des communautés amies à l'étranger. Oui, nous avions... En effet, d'abord la base, ce qui nous a aidé à s'exprimer à l'extérieur, c'est d'abord l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi? C'est d'abord l'organisation civile qui s'est bien placée, qui s'est implantée d'une manière correcte, qui a essayé même de créer une certaine justice au sein de la population. Par exemple, vers je ne me souviens pas exactement, fin 55, début 56, nous avons tenté une expérience. Nous avons dit aux populations musulmanes, algériennes, de ne pas aller se plaindre à la justice française. Ça faisait partie de la désobéissance de la France, le boycott, si vous voulez, des services français. Et nous avons nous-mêmes créé un genre de tribunaux. Il se trouve que moi-même, j'ai présidé un tribunal à Constantine au sein d'un dépôt de matériaux de construction chez un ami militant qui est devenu militant, qui a été d'abord militant
messaliste et puis qui est revenu parce qu'il m'a connu. Et mon père et moi, on a acheté, quand on avait commencé à construire notre maison, on a acheté tous nos matériaux de construction chez lui. Alors, comme j'avais confiance en lui, c'était quelqu'un beaucoup plus âgé que moi. Et je lui ai dit de ce qu'on avait fait. Je lui ai dit s'il pouvait faire un aménagement au sein de son atelier pour qu'on puisse faire une réunion. Bien que c'était risqué de réunir une dizaine de personnes, c'était vraiment très risqué, même vis-à-vis des indicateurs qui se trouvaient dans la région, etc., etc. Et donc, on a fait cette réunion. Et comme le responsable à l'époque, un de mes responsables, m'a dit c'est toi qui vas la présider parce qu'elle se trouvait dans mon secteur. Et ça consistait en quoi? On a à l'époque sorti une idée de dire que le FLN a interdit aux gens de fumer. C'est vrai, il y a eu quelque chose comme ça, mais il y en a qui ont pris l'initiative de sanctionner ceux qui fumaient. Imaginez, mettez une lame de rasoir et coupez le nez à quelqu'un. Oui. Et ça, le FLN ne l'a jamais autorisé, ne l'a jamais demandé. Mais ce sont des initiatives locales qui ont été prises par certains responsables, je dirais, qui voulaient montrer que, je sais pas, parce que c'est l'organisation, mais l'organisation n'a jamais autorisé, et je le sais, je le dis devant n'importe qui, n'a jamais parlé de sanctionner des gens comme ça. Il y avait une rumeur qui disait que c'est une façon de résister à la France, c'est une façon de ne pas fumer sa cigarette. C'était à l'époque les seules compagnies françaises, Bastos, Job, et je ne sais pas quoi, etc., etc. Donc j'avais présidé ce tribunal populaire, ce qu'on appelait. Et il y avait des listes de gens qui ont fumé, etc., etc. Et d'autres, pour d'autres raisons. Quand on a commencé par les gens qui fumaient, il y avait mon père qui était sur la liste. Bon, je l'ai vu, les gens me regardaient, j'étais considéré le responsable, le père est là. Et puis on a commencé, donc en fonction de la famille, des moyens dont a la famille, on exigeait une petite amende, une amende. Alors entre à peu près 100 francs à l'époque et 500 francs ou 1000 francs en fonction des moyens à peu près de la famille. Et puis on a commencé, etc., etc. Quand il est arrivé à mon père, il a dit « Sana Ali ». Alors les autres n'ont pas parlé parce qu'il s'agissait de mon père. Moi, j'ai dit 500 francs. Alors, il me répète, c'est Sana Ali. J'ai dit 500 francs. Puis alors, il y a un troisième, il me dit, mais c'est ton père. J'ai dit 500 francs. Donc, mon père était soumis également, au même titre que tout le monde. Je savais qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, mais 500 francs, je sais qu'il pouvait les payer. Et ça ne fait rien. Même que lui-même était militant. Pas de passe-droit. Pas de passe-droit. Donc voilà comment on avait. Évidemment, on est arrivé à d'autres situations beaucoup plus compliquées. On a vu des gens qui essayaient de renseigner des Français, qui venaient des... Et parce qu'à l'époque aussi, ils avaient créé des bureaux de SAS, on appelle ça des services d'action sociale, soi-disant pour aider les gens. Mais c'était beaucoup plus des bureaux d'information créés par des CRS, etc. On s'était bien rendu compte qu'il essayait d'attirer les gens et puis on lui donnait un peu plus parce qu'il a dit quelque chose, on lui donnait 2 fois plus parce qu'il a dit 2 autres choses, etc. Voilà. Dans ce climat,
germe en vous une volonté peut-être d'aller porter le combat ailleurs, pour éviter aussi de se faire supprimer en Algérie, parce que le danger montait. La tactique, c'était peut-être de partir justement dans un endroit où on se fond un peu plus dans la populace. Quoique, on va en reparler, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais en France, qu'est-ce qui s'est passé en gros depuis le début, cette réflexion qui vous mène à prendre le bateau? Oui, en tout cas, pour moi, c'était au bout de 3 années, et j'estime que notre organisation a tenu vraiment très longtemps et elle a résisté aux indicateurs, aux tortures, aux gens torturés, la GIGN, etc., etc. Et des militants qui ont été aussi torturés et arrêtés, leurs familles. Parce que quand on arrête quelqu'un, la torture ne concerne pas seulement lui, il y a sa famille, ses enfants, c'est toutes. On ne prend pas en considération l'existence d'enfants mineurs, d'enfants qui ne sont l'enfant qui se trouve par la force des choses. Donc, on a tenu 3 années jusqu'au moment où mon organisation à laquelle je faisais partie et dans laquelle j'ai participé à stabiliser et à consolider, je voulais aller au maquis. Donc, pour moi, la Seine-du-Sud, c'était le maquis. Eh bien, certains responsables ont dit non. On dit non, pourquoi tu ne sortirais pas à l'étranger ? Tu vas en France, ou certains m'ont demandé d'aller en Tunisie, comme ça le GPRA me prendrait en charge, le gouvernement provisoire algérien qui a été constitué en septembre 1958. Donc, soit il me donnait un poste de travail là-bas, me confier quelque chose, soit m'envoyer par exemple en formation, comme ils l'ont fait beaucoup de jeunes Algériens, ont reçu dans les pays de l'Est, dans les pays arabes, etc., etc. Puis les choses étaient extrêmement rapides et dures. Arrêté, mon nom commençait à circuler. D'abord, avant d'arriver là, il fallait que je trouve un travail. Et pour pouvoir mener ma mission, finalement, j'ai un oncle qui travaillait au service de la santé publique qui m'a trouvé un emploi. Dans cet emploi, bien sûr, j'ai pu m'épanouir, j'ai pu travailler et j'ai pu faire tout ce que j'avais envie de faire. Et ça m'a aidé. Pourquoi ? Parce que il m'arrivait de conduire une voiture avec une croix bleue, comme une croix rouge, et dans laquelle je pouvais prendre, par exemple, des blessés. Je pouvais circuler en ville. Et les barrages n'étaient pas tenus de vraiment me contrôler. Je portais une blouse blanche, croix bleue ici, la voiture, comme une ambulance, on la laisse faire. Donc, ce qui m'a permis de faire beaucoup de choses, pas la peine de rentrer dans les détails, mais donc, et évidemment, j'étais coincé. Ou je sortais de ma cache, j'étais arrêté, ou il fallait faire quelque chose. Et puis, la ville de Constantine a été complètement encerclée. Alors, j'ai eu un contact avec 1 ou 2 responsables locaux et j'ai reçu comme message, on m'a dit, essaye, si tu peux, on te fera partir sur la France. Et de là, essaye de rentrer en Tunisie, parce que en Tunisie et au Maroc, on ne pouvait plus passer. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les frontières étaient minées, électrifiées, impossible, plus surveillées par les avions, etc. Donc, quasiment impossible de les traverser. On a perdu des milliers de jeunes comme ça qui voulaient coûte que coûte traverser la frontière pour aller en Tunisie, au Maroc, et en ce moment-là, essayer d'aller étudier ailleurs. Bon, donc pour moi, en réfléchissant bien, j'ai dit oui, pourquoi pas. Je leur ai dit, OK, pour la France, trouvez-moi ce qu'on appelle la chaîne. Et 2 jours après, on m'a préparé une chaîne. Il fallait que je trouve le moyen d'aller jusqu'à Skikda. Skikda, c'est l'ancienne Philippeville. Et de là, comment y aller ? Je ne pouvais pas montrer mes papiers puisque tous les barrages étaient informés. Parce que le jour où j'ai quitté chez moi,
Quand les parachutistes sont venus à la maison, ils ont frappé dans la porte extérieure. Et là, j'ai vu qu'il y avait un nombre impressionnant. Parce que la zone où j'habitais, c'était une zone militaire aussi. Donc, un nombre impressionnant pour encadrer tout le quartier. Là, j'ai dit, c'est foutu. Donc, il fallait partir. Je suis parti juste avec ma carte d'identité. Et j'avais à peu près dans les 2000 francs à l'époque dans la poche. Et je suis parti par des chemins complètement détournés pour aller chez un oncle qui habitait dans une entreprise de matériaux de construction également, et qui était chauffeur. Et il allait quasiment tous les jours aller à Skikda, à Philippeville, à ramener du matériel donc sur Constantine. Et c'était super parce que je suis parti avec lui, je me suis mis une salopette, et de l'huile sur le visage, de la graisse sur ma salopette, etc. Vraiment un travailleur extraordinaire. Plus vrai que nature. Oui. Donc je suis parti à Skikda, et à Skikda, il y avait quelqu'un qui m'attendait là-bas pour m'amener dans une maison où je suis resté quelques jours jusqu'au moment où, parce que dans cette famille, ils avaient quelqu'un qui était responsable des mécanos d'un bateau qui s'appelait le gouverneur général Chancy. Et donc c'est lui qui m'a fait passer monter dans le bateau, me donner une autre salopette aussi, avec d'autres graisses et d'autres huiles, et m'amener en France. Donc, vous voyez dans quelles conditions il fallait partir en vivant dans les moteurs du bateau. À l'époque, vous savez ce que c'est, ce moteur de bateau, c'est impressionnant. C'est infernal, il doit faire très chaud et le bruit doit être... Le bruit étouffant et la senteur du mazout. Donc, et avec ça, nous avons mis presque 5 ou 6 heures de plus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une tempête qui nous a amenés d'abord en Corse et ensuite on a pu revenir sur Marseille. Et voilà, donc à Marseille, normalement, il y aurait eu des gens qui auraient dû m'attendre et finalement, ils ont été quasiment tous arrêtés quand je suis arrivé à Marseille. Mais j'ai rencontré d'autres militants à Marseille et là, j'ai pu me débrouiller différemment. Donc il y avait quand même un réseau qui était informé de votre venue, même si ceux qui étaient censés vous recevoir n'étaient plus là, faute d'avoir essayé, mais ils se sont fait arrêter. Ils se sont fait arrêter, mais moi j'étais dans le quartier qui était secret bien sûr, et on m'a présenté quelques petits responsables en quelque sorte, qui eux ne pouvaient pas faire grand-chose pour moi, mais on a cherché des solutions ensemble. Donc, et on m'a dit peut-être qu'à Lyon, je pouvais trouver des responsables là-bas. Mais pour les Français déjà à Marseille, ils pensaient que j'étais envoyé par le FLN pour aider l'organisation en France. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé que c'était bizarre pour un Algérien qui avait un emploi super à l'époque, le service d'hygiène à Constantine, je percevais à peu près dans les 600 francs français à l'époque. 60 000. Et puis, alors j'ai inventé des tas de choses. J'ai dit que moi j'étais quelqu'un qui aimait boire de la bière et que là-bas je ne pouvais plus, que mes parents me prenaient constamment mon salaire et que mes parents voulaient me marier à une fille que je ne connaissais pas, une cousine. Mais enfin, j'ai inventé des trucs. Je ne pense pas qu'ils ont cru vraiment que... Non, parce que le signalement était solide qu'ils avaient. Donc voilà, je suis parti. Alors ils m'ont gardé en résidence quasiment surveillée, à Marseille. Mais j'ai pu avoir un contact avec les responsables, mes compatriotes. Ils m'ont amené par des routes détournées chez un militant près de Lyon, à Vienne. Donc j'ai été chez lui et puis lui m'a essayé de
de me guider vers les autres responsables. Alors j'ai trouvé également que des responsables adjoints, parce que les responsables avaient été arrêtés, etc. Donc j'ai pu quand même rester là-bas, mais j'ai été très gravement malade. J'ai fait quelques réunions là-bas. J'ai essayé de prendre contact avec les missalistes parce qu'on s'entretuait entre les gens du FLN et des missalistes. Les missalistes, bien sûr, étaient aidés par les services français parce qu'ils combattaient les gens du FLN. Nous, c'était quand même, en tout cas pour moi, c'était pénible de voir des Algériens s'entretuer. J'ai proposé aux responsables locaux de Lyon, j'ai dit il faut qu'on les contacte. Et ils étaient d'accord avec moi, on les a contactés. On a discuté, mais on ne pouvait plus s'entendre, ce n'était pas possible. Alors, comme exigeait à l'époque Messali Haj, il était d'accord pour rejoindre le mouvement du FLN à condition qu'il soit lui le premier dirigeant. Évidemment. Alors, eux aussi voulaient que nous, on s'intègre chez eux et que c'est eux qui... Alors là, on n'a pas répondu et puis on est parti, c'était fini. 2 mois après, ils m'ont enlevé. Là, je le dis dans le livre, les messalistes m'ont enlevé. Et puis, ils m'ont quand même torturé un petit peu. Torturé, frappé, des coups de poing, des trucs. Pourquoi tu es venu nous voir? J'ai dit, moi, je voulais simplement avoir la paix avec mes compatriotes, etc. Nous sommes des militants, nous combattons le même ennemi, la France coloniale. C'est toujours la France coloniale. Et puis finalement, j'ai pu échapper à un moment donné où une vieille dame m'a apporté un café et un morceau de pain dans le sous-sol. Elle a laissé la porte ouverte. Et moi, j'avais les mains attachées, comme ça, derrière une chaise. Et j'ai dit, est-ce que tu peux me lâcher? Et puis, j'avais du sang qui coulait parce qu'il y avait le fil de fer qui me touchait ici. Et je saignais. La trace même ici de ça. Ah oui. Tout ça, c'est le fer, la tête du fil de fer. Elle a laissé la porte ouverte. Au moment où elle m'a ouvert les mains, je ne sais pas, j'ai attendu un petit truc comme ça. Je pousse la porte et je me mettais à courir, mais sans regarder derrière. J'ai couru, j'étais sur un chantier. Et c'est un compatriote aussi qui m'a parlé. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à ce compatriote? Je ne lui ai pas dit que c'était des messalistes parce qu'il pouvait être lui-même messaliste. J'ai dit, j'ai fui les blousons noirs. Alors, il me dit, tu habites où? Je lui ai dit, à tel endroit. Il m'a dit, je t'amène. Il m'a déposé dans mon quartier, dans le quartier où j'habitais en quelque sorte, dans un garni. Et puis là, j'ai été pris en charge par un compatriote qui était étudiant en médecine. Ils l'ont appelé, il est venu, m'a apporté des médicaments, ils m'ont soigné, etc. Mais mon état de santé était très, très, très mauvais. Et c'est de là où les responsables, sans me consulter, ont informé quelqu'un qui était en relation avec mon ami, l'organisation de Johnson. Il y a quand même un événement à Lyon qu'il faut décrire. C'est quand ce jeune couple de Français, de Lyonnais, est venu à votre rescousse. Vous étiez presque pas laissé pour mort, heureusement, mais vous étiez mal au pied d'un arbre, à suffoquer, à avoir besoin d'aide, et vous auriez pu être embarqué par la police à tout moment. Non, plutôt, merci de me l'avoir rappelé parce que c'est un événement qui me tient à cœur, parce qu'il s'agissait d'un jeune couple de Français. Et c'est pour ça que je voudrais que beaucoup d'amis français comprennent que nous faisons en Algérie la distinction entre ceux qui nous ont combattus et ceux qui nous ont même défendus. Donc, c'était justement la police qui m'a jeté là-bas, au bord du Rhône. C'est ça. Oui, j'avais été pris pendant 2-3 jours. Je dis, voilà, mon état de santé, je n'ai rien fait, je ne connais pas ces gens-là. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont pris dans la voiture. Et à un moment donné, on a fait un petit moment comme ça, il s'arrête, il me bouscule au bord du Rhône.
Il vous jette en dehors de la voiture. Oui, mais la voiture ne roulait pas. La voiture est à l'arrêt. Il me jette en dehors de la voiture. Alors j'ai rampé comme ça pour aller m'appuyer sur un arbre, assis. Je n'avais plus de force pour me lever, etc. Et j'étais là, bien sûr, seul au bord du Rhône. J'ai pensé à une chose, peut-être qu'ils voulaient me balancer dans le Rhône. Mais ils n'ont rien fait qui me démontre que... Parce qu'ils auraient prévu des cordes, ils auraient prévu quelque chose comme ça pour me lier. Parce qu'ils l'ont fait déjà, c'est pour ça que j'en parle. Et j'étais là, en train de réfléchir, appuyé, comment dire, sur cet arbre-là, assis par terre. Et puis voilà, il y a une jeune demoiselle qui vient, monsieur, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, je ne suis pas bien, etc. Mais vous avez quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? Bon, j'ai dit aussi que c'était les blousons noirs qui m'ont frappé, qui m'ont tabassé. Je ne voulais pas dire que c'était la police. Et puis, elle parle avec son copain. Elle l'a fait rester avec moi et son copain est allé chercher un taxi. Où est-ce que vous habitez? J'ai dit, voilà, à la place Saint-Louis, à Lyon, etc. Et puis, il m'a ramené jusque-là, à la place Saint-Louis. Je les ai invités. Il y a un restaurant algérien là-bas qui était sympa, vraiment très sympa. S'ils voulaient manger un couscous ou quelque chose comme ça, bon, ils ne connaissaient pas le quartier. Et puis avec la presse qui disait tellement de choses sur nous. Et puis ils m'ont laissé. Je les ai remerciés. Je n'ai pas eu la force de leur demander le nom. De toute façon, ils ne me l'auraient pas donné. Ils ne leur auraient pas donné le nom, leur adresse ou quelque chose comme ça. Donc, j'y avais pensé, mais je n'avais pas la force de leur demander cela. Et puis voilà, grâce à ce jeune couple aussi, qui ont fait partie de mon histoire, de ma vie, et qui m'ont probablement sauvé la vie. On m'a essayé de me soigner, et puis ils ont vu que ça n'allait pas, que j'avais des ulcères, j'avais toutes sortes de trucs, des douleurs de torture, de coups, etc. Plus la peur, plus... Et alors, je ne sais pas qui a décidé, parce que moi j'ai demandé si il pouvait me faire en sorte que je puisse aller en Tunisie. Je n'avais pas de document pour aller en Tunisie, je n'avais pas de passeport, j'avais une vieille carte d'identité où j'étais français musulman. Donc, ils ont décidé de m'envoyer à Genève. Voilà, et puis il y a un jeune qui est venu me contacter, un étudiant en médecine. Il est venu me voir, etc., m'a apporté des médicaments, mais j'avais aussi pour consigne de ne pas poser de questions. De suivre ce qu'on me dit, mais de ne pas poser de questions. Voilà, donc il était venu me voir 2 ou 3 jours, jusqu'au moment où il me dit est-ce que tu es en mesure de voyager? Tu peux, capable? J'ai dit oui, je tiendrai le coup, il n'y a pas de problème. Il m'a dit bon, je viendrai te chercher. Il n'a pas voulu me dire quand. Il m'a dit à partir de demain, à partir de 5 heures. 5 heures, 6 heures, 7 heures. Il n'y avait absolument rien. Mais il n'y avait absolument rien jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Quelqu'un qui vient dans une voiture de chevaux et il y avait un prêtre avec lui. Avec l'habit de prêtre. Et je n'avais droit de prendre absolument rien. Alors, on a convenu d'abord de ne pas leur poser de questions, que si il y a un contrôle, on m'a trouvé par terre, je voulais aller en Suisse, et pour le reste, je me débrouille. Pas de problème. Et ça, quand je dis une chose, on ne me la répète pas 2 fois. Et donc, on est parti dans une 2 chevaux, et puis j'étais tellement malade qu'à un moment donné, il neigeait, il jetait un petit peu. Et j'étais à l'arrière, bien sûr, de la 2 chevaux. Je dormais. Et puis, un beau jour,
je sentais un bruit comme ça. Et puis je regardais des maisons, je dis, mais j'avais l'impression que ça ne ressemblait pas à la France. Et puis on s'est arrêté vers la place Saint-Augustin. Mais ça, je ne l'ai trouvé qu'il n'y a pas très longtemps, en réfléchissant. Je me suis torturé pour trouver à peu près où on était. Et j'ai trouvé. Saint-Augustin à Genève. À Genève, oui, Saint-Augustin à Genève. Là, il y avait donc ces deux messieurs qui m'ont aidé à descendre de la voiture, évité de m'aider aussi à me déplacer. Et nous avons été dans un café qui donne sur la place. À l'époque, il s'appelait Café des Vignettes, je crois. Et puis là, on trouve deux gaillards qui étaient au café. Je me suis dit, ça y est, mon Dieu, je crois que c'est des flics. Ça y est, ça c'est pas Genève. Et puis je n'arrivais pas. Malade, bien nerveux, etc. Et eux, ils essayaient de m'aider à me détendre, m'obliger à boire un thé chaud parce qu'il faisait froid, etc. Bon, finalement, au bout d'un moment, mes deux compagnons du trajet ont voulu prendre congé. Je ne voulais vraiment pas qu'ils partent et me laissent là avec ces deux gaillards-là. Mais bon, finalement, ils ont essayé quand même de me calmer et tout ça. Eux, ils étaient partis et les autres m'ont pris entre les deux comme ça pour essayer de me soulever et m'amener dans un autre véhicule. Et puis, on est parti. Ils essayaient de me parler, je n'arrivais pas. J'avais l'estomac, des nœuds dans l'estomac et tout ça, je n'arrivais pas à parler. Ils m'ont laissé. Ils avaient compris. Ils avaient compris qu'il y avait quelque chose. Et ils m'ont amené chez le pasteur Jean Roger. Je ne connaissais pas son nom à l'époque. Je l'ai connu 10 ans après, ou 20 ans après même. Et je me souviens simplement de son épouse qui me dit « Tu as besoin d'une bonne soupe, mon fils. » Et c'était super, vraiment super. Ils m'ont hébergé à un endroit, sous-sol, très bien fait, le lit préparé, propre, net, je pouvais me doucher. Et là, le lendemain, je me sentais un peu mieux. 2 jours après, mes deux gaillards reviennent et ils voulaient me sortir un petit peu. Moi, je n'avais toujours pas confiance. Dis-moi, où est-ce que tu veux faire un tour? J'ai réfléchi et puis j'ai dit, j'aimerais voir le jet d'eau, le symbole de Genève. Mais pourquoi je voulais voir le jet d'eau? Parce que pour me rassurer que j'étais vraiment à Genève. C'était le seul symbole qui m'est arrivé que j'ai pu avoir dans la tête. Vous n'étiez pas sûr que vous étiez à Genève et en sécurité? Pas du tout. Évidemment, ils m'ont pris les deux, etc. Ils m'ont mis dans la voiture, on a roulé une vingtaine de minutes, et puis, je vois le jet d'eau. On était vers le pont du Mont Blanc, on descendait donc du côté de Servette. C'est après que je me suis rendu compte que c'était Servette, etc. Et que la maison plutôt du pasteur se trouvait près de l'aéroport, parce que là, j'entendais les avions. Ils m'ont amené juste au pied du jet d'eau, où m'ont fait faire quelques centaines de pas, etc., un aller-retour pour faire marcher, etc. Là, j'ai respiré et je les ai remerciés de m'avoir fait plaisir, etc. Et puis, je m'étais excusé aussi de ne pas leur avoir fait confiance aussi. J'étais méfiant, quoi. Mais c'était un petit peu les circonstances qui m'obligeaient à être comme ça. Alors on n'est pas... Oui, c'est un témoignage qui est puissant. Ces gestes qui font la différence, en fait, qui vous permettent de croire que le combat est juste, que quelque chose se passe en Algérie qui n'est pas juste et qu'il faut aller jusqu'au bout. Alors on a parlé du réseau Janson. À l'instant, on a parlé donc de ces attitudes de la part de la population française. Et dans un épisode suivant, on parlera de la Suisse. La Suisse va être déterminante dans votre vie d'homme, dans votre combat de militant, mais pas seulement aussi. Vous allez rencontrer votre femme, faire une famille et avoir une carrière internationale.
Oui, la Suisse est tout à fait autre chose. La Suisse, pour moi, c'est la Renaissance et je l'ai toujours dit. Merci pour ces mots, Abdelmajid Sana. genèvemonde.ch